Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans NTD, le journal. Nous sommes le 20 juin et voici les grands titres de l'actualité chinoise. 15 000 empreintes pour soutenir une fille. Dio Ai, première biographie de Ai Weiwei. Au cours des 13 ans de persécution contre la méthode spirituelle Falun Gong, le Parti communiste chinois a mis en œuvre la politique de salir la réputation, couper les sources financières et détruire physiquement. Malgré cela, les pratiquants de Falun Gong continuent toujours à y faire face avec de la grande bienveillance et de la grande tolérance, ce qui a suscité le soutien et la sympathie dans toutes les couches sociales en Chine. Chi Rongqian, une jeune fille de 23 ans de la province du Heilongjiang, a lancé une pétition demandant la lumière sur la mort anormale de son père en prison. En 2 semaines, elle a collecté plus de 15 000 signatures et empreintes digitales soutenant sa cause. Quand elle avait 13 ans, Chi Rongqian a été forcée de quitter son père Qin Huaiming. C'est après 9 ans de séparation qu'ils allaient enfin se réunir quand elle a appris la mort subite de son père en prison. Chi Rongqian, âgée maintenant de 23 ans, a lancé une pétition pour exposer la tragédie de sa famille qui est persécutée pour leur foi. Qin Huaiming avait été illégalement détenu à la prison de Jiamutse comme pratiquant du Falun Gong. Avant de mourir, Qin Huaiming a été transféré dans la section la plus cruelle de la prison nommée équipe de formation rapide. 6 jours plus tard, il mourut mystérieusement avec des mutilations partout sur son corps. Le 26 février 2011, Chi Rongqian et sa famille ont reçu un avis de la prison annonçant le décès naturel du père de 46 ans. 6 mois suivant sa mort, 2 autres pratiquants de Falun Gong, Yu Changjiang et Yu Yunkong, ont aussi été déclarés décès de cause naturelle. N'arrivant pas à accepter ce décès naturel prétendu par la prison, Chi Rongqian, sa mère et sa sœur ont décidé de demander la justice pour le père. Toutes les 3 ont parcouru sans interruption la prison de Jiamutse, le parquet régional de Hejiang, le parquet populaire de Jiamutse, le Congrès national du peuple, le comité des affaires politiques et légales et le bureau d'appel, dans l'espoir de trouver la cause réelle de la disparition du père. Le 5 août 2011, la prison de Jiamutse a rendu la conclusion que la mort de Qin Huaiming est normale et aucune compensation n'est à allouer. En résultat, la mère de Qin Rongqian et sa sœur ont même été illégalement détenues pour une durée d'1 an et demi dans un camp de rééducation du travail par les autorités. Constatant l'indifférence des autorités, Chi Rongqian est sorti dans la rue pour faire signer la pétition sollicitant l'enquête sur la mort de son père et la libération de sa mère et de sa sœur. Le malheur de cette famille a suscité beaucoup de sympathie dans la société. Plus de 15 800 personnes ont apposé leur signature et empreinte digitale sur la pétition, et le nombre de pétitionnaires continue toujours d'augmenter. Nouvelle NTD. Il y a du nouveau sur le scandale de l'homme politique Bo Xilai et de son épouse Gu Kailai. Un ressortissant français a été arrêté au Cambodge. L'ambassade de France a confirmé hier l'arrestation de Patrick Devilliers, un architecte proche de la famille de Bo Xilai. Selon un article du New York Times, Patrick Devilliers avait été embauché par Bo Xilai dans les années 90 et aurait mis en place un cabinet d'architectes avec Gu Kailai. Son implication dans l'affaire Bo Xilai n'est pas clairement définie. Il semble que son arrestation est liée à l'enquête relative à la mort de l'homme d'affaires britannique Neil Heywood. Gu Kailai est actuellement en détention pour homicide volontaire de Neil Heywood. La police cambodgienne a déclaré à AFP que l'arrestation de Devilliers a été faite en coopération avec les autorités chinoises qui demandent son extradition. Patrick Devilliers attend s'il sera envoyé en Chine ou en France. Le scandale politique entourant Bo Xilai continue de révéler des luttes intestines acharnées des hauts dirigeants du Parti communiste chinois. À Guangzhou, dans le sud de la Chine, 2000 employés de la société à capitaux japonais Citizen Precision ont entamé une grève le 18 juin. Les salaires étaient la principale revendication de ces travailleurs qui gagnent l'équivalent de $180 par mois. Plus de 2000 employés de la société Citizen Precision à Guangzhou ont entamé une grève le 18 juin pour réclamer une hausse de salaire. Les travailleurs ont quitté la ligne de production et se sont rassemblés sur le terrain inoccupé de l'entreprise. Ils ont déclaré difficile de vivre avec 1100 yuan par mois, l'équivalent d'environ $180. 底薪啊，1100啊，现在薪水的话也无法支付这么高的那个水平了。那一个月要赚多少钱才能够在广州市生活？我的理想的话就3000到4000左右。
Pour travailler des heures supplémentaires tous les jours pendant 2 heures, les employés reçoivent un supplément de 300 yuan par mois. Après déduction des 200 yuan pour la sécurité sociale, les employés ne touchent que 1200 yuan. Les salariés ont maintenant repris le travail et sont en attente d'une réponse de l'employeur quant à leur demande de hausse de salaire. Nouvelle NTD. DOI, la toute première biographie de Ai Weiwei, paraît aujourd'hui le 20 juin à Hong Kong. L'histoire de l'artiste plus connu comme le saint patron de la défense des droits est racontée en toute transparence par Du Bin, photographe au New York Times. La lutte ouverte de Ai Weiwei contre le PCC a fait de lui l'artiste plus déprécié au sein du régime. Dans cette biographie, on peut voir que Ai Weiwei est prêt à tout pour aider les autres et pour s'aider soi-même en tentant de rétablir de la dignité tout simplement. Voici notre dossier interdit du jour. Du Bin, photographe contractuel du New York Times, est l'auteur du livre Dieu Ai. Dans son livre, Du Bin décrit comment Ai Weiwei a grandi. Ai Weiwei a passé son enfance à garder les chèvres en vivant avec ses parents en exil à la campagne. Après être retourné à Pékin, il a trouvé son paradis spirituel en se joignant à la Société des étoiles de la peinture. Toutefois, les forces négatives se concentraient. Plus tard, Ai Weiwei a quitté l'Académie du film de Pékin et est allé chercher la liberté à l'étranger. Ennuyé par des études scolaires démodées, Ai Weiwei a commencé à rencontrer toutes sortes de gens et à prendre part à diverses manifestations. La maladie grave de son père l'a ramené en Chine où il a gagné sa vie en concevant des édifices. Ai Weiwei a participé à la conception du stade du Nid d'Oiseau pour les Jeux Olympiques de Pékin. Comprenant que le PCC utilisait en réalité les Jeux Olympiques pour embellir sa dictature, Ai Weiwei a refusé d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux et fait part de son point de vue aux médias étrangers. En réalisant la puissance d'Internet, Ai Weiwei a commencé à rendre compte des injustices sociales en Chine, ce qui incluait l'incident Yangjia et le grand tremblement de terre du Sichuan. Le nouveau statut de leader de la défense des droits d'Ai Weiwei a mis le PCC sur la brèche. Le régime, incapable d'encaisser l'impact public de Ai Weiwei, a trouvé une excuse pour le mettre 81 jours en prison. La formule Dieu Ai a été inventée par les internautes chinois pour démontrer leur respect à Ai Weiwei. Sa signification est qu'il est un saint patron qui prend la défense de ceux dans le besoin. Du Bin pose certaines questions. Pourquoi un artiste largement respecté doit-il lutter pour les gens? Et pourquoi un régime agonisant tente-t-il désespérément de s'en débarrasser et de le discréditer? Il y a une seule raison pour laquelle Ai Weiwei dérange le PCC, c'est qu'il respecte la vie humaine, conclut Du Bin. Ai Weiwei和中共之间的矛盾就是人的这个矛盾，这就是实质，就是艾薇薇的眼里有人，中共的眼里没有人。Du Bin remarque que le PCC a des fusils, des canons, des prisons, des tanks, des bombes atomiques et de grandes capacités pour détruire le monde, mais ne se soucie jamais de la vie humaine. Ai Weiwei a fait ce qu'un être humain devait faire, dire au PCC « Nous sommes des êtres vivants, pas des animaux ». Le livre cite Ai Weiwei. Nous sommes les gens les plus fatigués de toute l'espèce humaine, parce que nous devons aussi prouver que nous sommes des êtres humains. Selon Du Bin, en tant qu'artiste, Ai Weiwei incorpore son art dans le changement de la société chinoise, ce que peu d'artistes ont fait. Et tout de suite, des informations canadiennes après une courte pause. Luca Rocco Magnotta plaide non coupable. C'est hier après-midi que Luca Rocco Magnotta a comparu brièvement devant le juge. Il est accusé du meurtre prémédité de Lin Jun, d'outrage à un cadavre, de diffusion de matériel obscène, de corruption de mœurs et de harcèlement criminel en la personne du Premier ministre Stephen Harper. C'est par l'entremise de son avocat que Luca Rocco Magnotta a plaidé non coupable aux 4 autres accusations devant la Cour du Québec. Mais on ne sait pas s'il a plaidé coupable ou non à l'accusation de meurtre prémédité. Magnotta est apparu calme et n'a dit qu'un mot « OK » comme réponse à son avocat qui lui a demandé de le rappeler en soirée. L'homme de 29 ans, originaire de Toronto, n'a comparu que quelques minutes mardi après-midi depuis l'endroit où il est détenu. Le service de police de la ville de Montréal voulait éviter de le transporter en voiture au tribunal pour éviter d'enflammer les passions de ses fans. Après sa comparution par vidéoconférence, Magnotta a été transféré à la prison de Rivière-des-Prairies où il est attendu de pied ferme. Bien que le ministère ait refusé de dévoiler les conditions de détention pour des raisons de sécurité et de confidentialité, plusieurs s'attendent qu'il soit séparé des autres détenus afin d'éviter que certains s'en prennent à lui.
On se rappelle que l'avocate qui le représentait en Allemagne, où il est resté près de 2 semaines, affirmait aux médias européens que le prévenu avait peur d'être tabassé. Les commémorations étaient déjà en cours pour se rappeler la guerre anglo-américaine de 1812. Ces événements ont été organisés à l'occasion du 100e anniversaire de cette guerre. À cette époque, les États-Unis ont déclaré la guerre à la Grande-Bretagne et ont choisi d'attaquer les colonies du Royaume-Uni qui sont aujourd'hui le Canada. L'armée britannique, les colons ici et leurs alliés des Premières Nations ont repoussé les envahisseurs. Bien que la guerre soit terminée, une bataille intellectuelle fait toujours rage sur qui aurait gagné. Ici, au sud de la frontière, la guerre vit toujours à travers la fumée d'une reconstitution. La mise en scène raconte le conflit oublié, non pas la grande victoire de la Révolution américaine, ni la bataille déchirante de la guerre civile. On parle de la fameuse guerre de 1812. Même 2 siècles après son lancement, les deux parties sont divisées sur le fait de savoir qui a gagné cette guerre. Qui a gagné la guerre de 1812 ? Les Américains, évidemment. L'histoire du Canada nous enseigne que ce sont nous, les Canadiens, qui l'avons remportée sur les Américains. Le site web du Premier ministre Harper affirme que le Canada avait remporté la victoire. Essayez donc de mentionner ce fait au sud de la frontière. Ça dépend de quel côté de la frontière vous vous situez. Et puisque la moitié de ma famille est en provenance du Canada, je gagne à chaque fois. Les deux côtés ont raison en toute honnêteté. C'était une sorte de dispute familiale. Pour les Américains, cette guerre devait être très simple. L'ancien président Thomas Jefferson rassurait son peuple que cette guerre sera une simple marche. Il croyait que l'ennemi faisait preuve de faiblesse et que la guerre serait vite finie. Les Américains ont même émis des dépliants aux Canadiens français stipulant « Vous avez été conquis par la liberté ». Ce ne fut pourtant pas aussi facile qu'on le croyait. Alors, quels furent les résultats et les conséquences de la guerre de 1812 ? Pour en savoir davantage, nous avons rencontré un mordu de la question, le capitaine Eric Jones, garde-côte des États-Unis. À bien des égards, c'était vraiment une reconnaissance officielle des États-Unis comme État souverain. Et je pense que, certainement, le Canada a été un grand gagnant, car la guerre cimentait finalement ses frontières et définissait en somme le chemin qu'allait parcourir le pays, comme domaine de la Grande-Bretagne, pour éventuellement obtenir son indépendance. Dans cette scène, les Américains perdent. Certains deviennent prisonniers. D'autres se précipitent pour se retirer. Après avoir été attaqués par des loyalistes britanniques et des autochtones alliés, la prochaine bataille présage dignement une victoire pour les Américains. La troisième, peut-être, comme la guerre, se terminera par un match nul. Le football ou encore le soccer possèdent le statut de sport numéro 1 dans la majorité des pays. C'est un beau jeu. Mais connaissez-vous le foot de rue ? Il s'agit d'une discipline de base pour les personnes souvent sur la touche ou en coulisses, les pauvres, les sans-abri et ceux qui vivent une mauvaise passe. Jouer un tel match donne du courage, un bon caractère et le sens d'équipe. Nous rencontrons beaucoup de gens qui sortent pour jouer. Il s'agit de gens qui se rassemblent à l'église là-haut, dégustent un repas et aiment jouer justement au foot, n'est-ce pas? Le soccer ou le foot au Canada vise à amener les franges de la société à s'impliquer, mais il n'est pas toujours facile de convaincre leur désir de jouer. C'est vraiment un environnement confortable. Tout le monde se rencontre, apprend de nouvelles choses et joue un match. Ce n'est pas simplement une question de vouloir s'amuser. Certains luttent contre des problèmes de santé mentale. C'est sûr que l'exercice peut aider, sans oublier les relations et les amitiés qui se forment automatiquement. Nous avons des mecs qui ont arrêté de fumer parce qu'ils veulent être plus en forme. Nous essayons de rompre les préjugés qui collent à la peau de ceux qui sont atteints de maladies mentales. Les préjugés envers l'itinérance et la pauvreté perpétuelle. Je pense qu'en formant cette famille, nous pouvons faire toute la différence. Finalement, un pas pour mettre fin aux sans-abri à Halifax. Robbie O'Neill affirme avoir remarqué toute la différence que le foot de rue peut accomplir. J'ai déjà remarqué une différence chez certains de ces garçons qui ne s'entendaient pas, toujours en conflit les uns avec les autres. À présent, ils jouent ensemble en équipe, ils se connaissent mieux, ils sont un peu plus amicaux. La popularité du football de rue s'accroît de jour en jour. Plus d'une centaine de personnes en ont pris part à Halifax. La Coupe du monde des sans-abri au Mexique se jouera en octobre. Et rassurez-vous,
Plusieurs de ces joueurs ici tenteront leur chance pour faire partie de l'équipe. Et restez avec nous pour plus d'informations internationales. François Hollande parle de croissance et de stabilité. Nouvelle question autour de l'objet mystérieux de la Baltique. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. Bem-vindo a NTD Notícias. Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. Lors de la conférence presse clôturant le sommet du G20 à Los Cabos, au Mexique, le président français a annoncé l'application de nouvelles mesures de taxation financière de 2013. Ce mardi, lors d'une conférence de presse clôturant le sommet du G20 à Los Cabos, au Mexique, le président français François Hollande a annoncé que la taxe Tobin sur les transactions financières serait adoptée dès 2013. J'ai bon espoir que sur la base d'une coopération renforcée à quelques pays, la taxe sur la transaction financière va entrer rapidement en vigueur. Quand je dis rapidement, c'est dans l'année 2013. Après la franche victoire le week-end dernier en France du Parti socialiste lors des élections législatives, François Hollande devrait être soutenu dans ses projets d'augmenter les taxations pour réduire le déficit budgétaire. Lors de ce sommet du G20, l'Europe a gagné le soutien des dirigeants mondiaux dans ses efforts de surmonter la crise de la dette et affronter les pressions croissantes des marchés financiers mondiaux. La semaine prochaine, lors du sommet européen, les responsables européens devront commencer à travailler sur une meilleure intégration du secteur bancaire. Ça fait partie, plus de temps, c'est plus d'argent. Hein. Donc, mieux vaut mettre l'argent différemment, c'est-à-dire par une mobilisation de fonds structurels. Dépassés par leurs dettes, la Grèce, l'Irlande et le Portugal ont été forcés de recourir à des aides financières internationales. La semaine dernière, l'Union européenne a promis des fonds pour renflouer le système bancaire espagnol. Pour François Hollande, accorder un supplément de temps à la Grèce n'est pas la seule solution. Pour ce qui nous concerne, nous les Européens, nous nous sommes fixés 3 volonté commune et que nous aurons à traduire pour le sommet européen de la fin du mois. La croissance, la stabilité financière et la responsabilité budgétaire. Malgré le soutien des dirigeants du G20, assurer la viabilité des 17 États membres de la zone euro reste un défi politique de taille et la coopération entre les pays n'est pas toujours simple à opérer.
Et toujours au sommet du G20, le Premier ministre britannique David Cameron a abordé plusieurs sujets. Il est revenu sur le changement de position du président russe Vladimir Poutine sur le maintien du régime syrien. Il s'est également exprimé sur le différend qui oppose l'Argentine à la Grande-Bretagne au sujet de l'administration des îles Falkland dans l'Atlantique Sud. Vladimir Poutine, le président russe, est l'un des plus forts soutiens du régime de Bachar al-Assad en Syrie et des répressions violentes visant toutes les formes d'opposition. Lors du sommet du G20 qui vient de se terminer au Mexique, Vladimir Poutine a précisé que le peuple syrien devait être en mesure de déterminer quel dirigeant il souhaite voir au pouvoir. Par ces mots, le président russe a fait comprendre qu'il n'était plus favorable au maintien de Bachar al-Assad au pouvoir. Le Premier ministre britannique a commenté ce changement de position lors d'une conférence de presse. But it is welcome that President Putin has been explicit he is not locked into Assad. Le président Poutine a été explicite, il ne veut plus à tout prix que Bachar al-Assad reste au pouvoir en Syrie. Nous devons trouver un accord sur une transition du pouvoir qui pourra conduire la Syrie vers un avenir démocratique et protégera les droits de toutes ces communautés. D'un autre côté, cela n'a plus de sens de fournir des armes à un régime qui massacre son propre peuple avec des mortiers, des tireurs d'élite et des hélicoptères. Lors de la même conférence de presse, David Cameron a également abordé le sujet des tensions opposant la Grande-Bretagne et l'Argentine sur le territoire des îles Falkland. Lors d'une rencontre en marge du sommet, la présidente argentine Cristina Fernandez a présenté à David Cameron une enveloppe contenant plusieurs dizaines de résolutions des Nations Unies appelant à un dialogue sur les Falklands, un archipel dans l'Atlantique Sud. David Cameron a refusé cette enveloppe. Cristina Fernandez accuse le gouvernement anglais de maintenir une enclave coloniale. Selon la Grande-Bretagne, les îles Falkland disposent d'un gouvernement indépendant. Les 3000 habitants de l'île ont planifié un référendum pour déterminer s'ils veulent rester dans les territoires d'outre-mer anglais. Je voulais soulever ce problème avec la présidente argentine. Il est important que tout le monde fasse attention à ce référendum. Je pense que c'est bien de défendre les îles Falkland et je pense qu'il est nécessaire de lever tous les doutes sur ce territoire. Cela fait 30 ans que la guerre des Falklands est terminée. Il est important de comprendre ce que les habitants du territoire ressentent, mais il faut savoir aussi que la Grande-Bretagne défendra loyalement leurs droits. Le président égyptien déchu, Hosni Moubarak, a été transporté d'urgence à l'hôpital la nuit dernière. Selon différents bulletins de santé, il se trouve dans le coma et maintenu en vie artificiellement. Des dizaines d'Égyptiens ont passé la nuit devant l'hôpital militaire du Caire, où l'ancien dirigeant égyptien, Hosni Moubarak, a été transporté d'urgence. Selon différents rapports de santé, le président déchu se trouve dans le coma et maintenu en vie artificiellement. Mais une agence de presse officielle a annoncé qu'il n'était pas cliniquement mort. Les sympathisants de Moubarak, qui sont restés toute la nuit devant l'hôpital, ont dit qu'ils n'oublieraient pas tout ce que l'ancien président a fait pour le pays. Que Dieu donne une longue vie au président s'il est toujours en vie. Que Dieu ait pitié de son âme s'il est mort. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour le pays. Nous n'oublierons pas cela. C'est un militaire qui a traversé beaucoup de guerres et il nous a souvent aidés. Donc nous le porterons au-dessus de nos têtes. Le 2 juin dernier, Hosni Moubarak a été condamné à la prison à perpétuité pour le rôle qu'il a joué dans la répression des manifestations du printemps arabe l'an dernier. Depuis sa chute de pouvoir, de nombreux rapports disent qu'il est en très mauvaise santé. Il s'est présenté à son procès sur un lit d'hôpital. Beaucoup d'Égyptiens restent sceptiques. Certains ont été étonnés qu'il ne soit pas condamné à mort. D'autres suspectent les responsables de lui avoir enlevé le pouvoir pour apaiser les manifestants et de lui réserver une retraite confortable. Aung San Suu Kyi, la députée de la Ligue birmane pour la démocratie, poursuit sa tournée européenne. Elle se trouve actuellement pour 4 jours en Grande-Bretagne. Lors d'un débat à l'Institut d'économie de Londres, elle a rappelé que seul un amendement de la Constitution birmane reconnaissant les droits des minorités ethniques pourrait garantir un réel retour à la paix dans le pays.
Ce mardi, dans le cadre de son voyage en Europe, Aung San Suu Kyi a rendu visite à l'Institut d'économie de Londres. Lors d'un débat, elle a rappelé que les tensions ethniques en Birmanie devaient trouver une solution dans la Constitution qui doit être revue pour inclure les droits des minorités ethniques. Tant que nous n'amenderons pas la Constitution pour harmoniser les attentes de tous les gens de notre pays, nous n'arriverons pas à l'unité et à la paix que nous désirons tous. Donc nous devons faire appliquer et respecter la loi. Un membre de l'auditoire a demandé pourquoi Aung San Suu Kyi n'a pas condamné les incursions militaires dans les régions des minorités ethniques. Elle a répondu que les violences ne sont pas venues que d'un seul camp et qu'il est difficile de procéder à des condamnations sans la présence d'observateurs internationaux. Il ne s'agit pas seulement de condamner pour résoudre un conflit. Il faut trouver les racines, les causes du conflit et trouver comment ce conflit peut être résolu de la meilleure façon possible. Aung San Suu Kyi sera en Grande-Bretagne pendant 4 jours. Elle devra rencontrer des membres de la famille royale et s'exprimer devant le Parlement britannique. Elle se rendra ensuite en France. Lors des élections législatives du week-end dernier en France, le Parti socialiste a obtenu une nette victoire et s'est assuré la majorité au Parlement. Le parti d'extrême droite, Front National, redouté par la majorité de l'électorat français, a lui aussi obtenu 2 sièges au Parlement. Une première depuis 24 ans. Le résultat des élections législatives du week-end dernier en France a permis au parti d'extrême droite, le Front National, de gagner 2 sièges au Parlement pour la première fois depuis 24 ans. Marion Maréchal Le Pen, la nièce de la dirigeante du parti Marine Le Pen et petite-fille de l'ancien dirigeant Jean-Marie Le Pen, a 22 ans. Elle est devenue la plus jeune parlementaire de la Ve République. Elle a remporté la bataille électorale dans la ville de Carpentras face à un candidat d'un parti de centre-droite. Le 2e siège a été obtenu par Gilbert Collard, un avocat et directeur du comité de soutien de Marine Le Pen. Gilbert Collard revient sur la défaite de Marine Le Pen lors de ces élections législatives. Alors on a le sentiment, à nous deux, de représenter tous ces électeurs et toutes ces électrices qui n'ont pas les députés qu'ils mériteraient avoir. Marion Maréchal et Gilbert Collard, vous n'avez pas peur de faire de l'ombre à Marine Le Pen? Mais on ne peut pas faire de l'ombre à Marine Le Pen, parce que si on est là, c'est grâce à elle. Donc on est tout à fait conscient qu'en étant là, elle est avec nous. Donc on est là pour elle et avec elle. L'environnement politique français devra donc composer avec un parti qu'il préférerait voir rester à l'écart. Mais pour Elisabeth Guigou, membre socialiste du Parlement, le Front National n'a tout simplement pas de réponse à apporter au véritable problème de l'électorat français. Pour certains, la résurgence du Front National laisse entrevoir une possible alliance entre le parti et l'UMP qui a fortement souffert lors de ces dernières élections. Pierre Lelouch, un ancien membre du cabinet UMP, rejette formellement cette idée. Aung San Suu Kyi, la députée de la Ligue birmane pour la démocratie, poursuit sa tournée européenne. Elle se trouve actuellement pour 4 jours en Grande-Bretagne. Lors d'un débat à l'Institut d'économie de Londres, elle a rappelé que seul un amendement de la Constitution birmane reconnaissant les droits des minorités ethniques pourrait garantir un réel retour à la paix dans le pays. L'équipe Océan X est retournée explorer l'objet mystérieux découvert sur les fonds de la mer Baltique. Cette expédition avait pour but d'éclaircir le mystère de cet objet. Elle rapporte de nouvelles questions et a ouvert l'esprit des explorateurs. Nous avons expérimenté des choses que je n'aurais pas imaginées et je suis le plus sceptique de toute l'équipe en ce qui concerne les différentes théories. Je m'étais préparé à découvrir une pierre, un affleurement quelconque ou un tas de vases, mais ce n'était rien de tout cela. Pour moi, c'est une expérience inédite. L'équipe reste médusée par cet objet mystérieux qui mesure près de 60 mètres de diamètre et se trouve à près de 80 mètres de profondeur. Des formations partent du sommet de l'objet à un angle de 90 degrés. Cela ressemble à des passages ou des murs ou peut-être à une cage d'escalier. Les plongeurs ont aussi découvert un trou d'environ 25 cm de diamètre. On ne sait pas où il conduit. Ils ont également découvert des formes circulaires placées de façon à former un collier de perles. Les géologues qui suivent les recherches ne sont pas capables d'expliquer de quoi il s'agit.
Au-delà de ce mystère, l'expédition a rencontré de nombreuses difficultés. We looked at our dive computer and it said -1 degree. Notre ordinateur de plongée indiquait -1 degré. C'est vraiment très froid pour un plongeur. C'est presque impossible d'avoir une eau aussi froide. L'eau gèle à 0 degré. On peut expliquer cela par le mouvement de l'eau. D'autres phénomènes étranges se sont produits. L'un des principaux objectifs de l'expédition était de filmer l'objet, mais la caméra a cessé de fonctionner à proximité de l'objet. Why isn't anything working, anything electrical? And the satellite phone we have as well. Pourquoi rien ne marche, aucun objet électronique? Notre téléphone satellite s'est aussi arrêté alors que nous nous trouvions au-dessus de l'objet. Nous nous sommes éloignés de 200 mètres et il marchait de nouveau. Lorsque nous sommes revenus vers l'objet, il s'est de nouveau arrêté. C'est plutôt étrange aussi. Monsieur Hogeborn explique qu'il n'a jamais rien expérimenté de la sorte au cours de ses 20 ans de carrière de plongeur professionnel. Denis Asberg est 100% certain, après cette première expédition, qu'ils ont trouvé quelque chose de très inhabituel. Så jag är 100% övertygad och säker på att vi har hittat någonting som. Je suis 100% convaincu que nous avons trouvé quelque chose de vraiment très unique. Si c'est un météore ou un astéroïde ou un volcan ou une base de sous-marins de la guerre froide ou si c'est un ovni, honnêtement, ça doit bien être quelque chose. Les résultats d'analyse en laboratoire sont attendus et une autre expédition est déjà prévue dans 2 semaines. L'équipe d'Océan X espère qu'un expert géologue pourra se joindre à cette nouvelle expédition. Nouvelle NTD, Stockholm, Suède. Didier Drogba va quitter Chelsea en fin de saison. L'attaquant ivoirien a annoncé son départ dimanche à ses coéquipiers au lendemain de la victoire en finale de la Ligue des Champions. Mercredi dernier, Didier Drogba a confirmé qu'il a signé avec le club chinois de Shanghai Shenhua pour 2 ans et demi, soit jusqu'à la fin 2014. L'Ivoirien volera pour rejoindre son nouveau club en juillet. Le sportif a déclaré qu'il avait considéré toutes les offres qu'il avait reçues lors des semaines passées et que Shanghai Shenhua était la bonne direction pour lui. Il espère aider à promouvoir le football chinois en rejoignant ce club. Didier Drogba va quitter Chelsea en fin de saison. L'attaquant ivoirien a annoncé son départ dimanche à ses coéquipiers au lendemain de la victoire en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Drogba joue à Chelsea depuis 2004. Il a remporté 3 fois la Premier League, 4 fois la Cup, 2 fois la League Cup et enfin la Ligue des Champions 2012 samedi dernier. Et il a fini 2 fois meilleur buteur de la Premier League en 2007 avec 20 buts et en 2010 avec 29 buts et 32 matchs. Ses exploits en tant que capitaine de l'équipe ivoirienne fait de lui le footballeur le plus demandé en Afrique. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Xing Rongqian, une jeune fille de 23 ans de la province du Heilongjiang, a lancé une pétition demandant la lumière sur la mort anormale en prison de son père, pratiquant de la méthode spirituelle Falun Gong, gravement persécuté depuis 13 ans. En 2 semaines, la jeune fille a collecté plus de 15 000 signatures et empreintes digitales soutenant sa cause. Dio Ai, la toute première biographie de Ai Weiwei, paraît aujourd'hui le 20 juin à Hong Kong. L'histoire de l'artiste plus connu comme le saint patron de la défense des droits est racontée en toute transparence par Du Bing, photographe au New York Times. La lutte ouverte de Ai Weiwei contre le PCC a fait de lui l'artiste plus déprécié au sein du régime. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.